Bonjour à tous et bienvenue à Voyage dans l'espace, où que vous soyez dans l'univers, nous espérons que vous allez bien. Ici Florent Meunier, aujourd'hui Claude Lafleur interviewe l'astrophysicien Jean-René Roy au sujet d'une découverte fondamentale faite voilà 100 ans. L'année 1924 marque en effet un pas très important dans l'évolution de nos connaissances. Cette année-là, l'astronome Edwin Hubble résout un mystère qui intriguait les astronomes depuis 2 siècles, à savoir la distance de la grande galaxie d'Andromède qu'il réussit à déterminer de manière fiable. À l'époque, les astronomes se questionnaient sur la taille de l'univers. Depuis l'arrivée du télescope au XVIIe siècle, ils observaient dans le firmament des nébuleuses, des taches qui avaient de curieuses apparences, mais de quoi s'agissait-il ? L'univers se résumait-il en une seule galaxie, la nôtre ? Ou comme plusieurs le soupçonnaient, y avait-il plusieurs autres systèmes semblables dispersés dans un espace immensément plus grand ? Si d'autres galaxies qu'on appelait des univers-îles à l'époque existaient, l'univers serait donc beaucoup plus vaste que la galaxie. Or, la réponse à ces questions a transformé l'idée qu'on se faisait de l'univers. C'est ce que relate l'astrophysicien Jean-René Roy, associé à la faculté des sciences et du génie à l'université Laval, dans des articles qui seront publiés ici au Canada, en Grande-Bretagne et aussi en Iran. Jean-René, nous le connaissons bien puisque c'est un ami de Voyage dans l'espace. Nous lui devons l'un de nos balados les plus écoutés, le 44, sur la matière et l'énergie noire. Nous lui devons également le balado 40, l'astronomie par l'image, et le balado 58 à propos de Georges Lemaître, le père du Big Bang. Claude l'a interviewé le 12 mars pour souligner le centenaire des travaux d'Edwin Hubble. Mais avant d'entreprendre cette conversation, Claude, il faut que tu nous expliques quelque chose. Dans le balado précédent, tu nous as annoncé qu'on allait parler cette fois-ci des 20 découvertes qui ont tout changé. Mais voilà qu'on s'intéresse plutôt à 1924, alors que s'est-il passé ? Bonjour, chers auditeurs, chères auditrices. Et oui, Florent, tu poses une excellente question. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que pendant que je préparais le balado sur 20 découvertes qui ont tout changé, Jean-René m'est arrivé avec une idée formidable de nous raconter ce qui s'était passé, les grandes découvertes qu'on avait faites en 1924. Et ce balado-là met vraiment la table au suivant. C'est pourquoi on a inversé les choses. Aujourd'hui, on va parler de qu'est-ce qu'on a découvert de si important en 1924. Et dans 2 semaines, on va poursuivre avec tout ce qu'on a découvert depuis. Donc, c'est pour ça qu'il y a un petit changement au programme par rapport à ce que j'avais annoncé. Bonjour Jean-René, comment ça va? Bonjour, je vais très bien. C'est un plaisir d'être de retour sur le balado, Claude. Oui, c'est ça. Je ne sais pas si tu y as pensé ce matin, Jean-René, mais c'est comme une espèce d'anniversaire pour nous. Hein? Il y a 4 ans, le 13 mars, tu étais venu chez moi en studio pour enregistrer le fameux balado sur la matière et l'énergie noire. C'était au début de la pandémie. La pandémie commençait ce jour-là. Et on ne savait pas à ce moment-là qu'on s'embarquait dans une pandémie qui allait durer 3 ans. Et donc, aujourd'hui, nous autres, on enregistre le balado le 12 mars, donc la veille de ce qui a été le dernier balado qu'on a enregistré en direct, toi et moi, en présence l'un de l'autre. Et le monde a bien changé depuis ce temps-là. Hein? Et le monde continue aussi. C'est ça. Avant d'aller, de plonger dans le vif du sujet, j'aimerais ça que tu m'expliques quelque chose. Tu réécris régulièrement des articles, entre autres dans Le Devoir, où tu soulignes les grandes dates de l'astronomie, les grands événements de l'astronomie, et même certains de tes articles se retrouvent traduits en persan et publiés dans un quotidien de Téhéran. Explique-nous ta démarche. En fait, il y a 2 choses là-dessus. C'est que j'ai une collaboration avec le quotidien Charg, quotidien progressiste de Téhéran. Donc, mes articles, je les écris en anglais et ils en font une version persane. Et souvent, ils invitent des chercheurs iraniens à mettre un article compagnon pour mieux situer le contexte historique. Le grand avantage que j'y vois d'abord, c'est que, par exemple, dans le Devoir, on me limite à 5000 caractères. Mm-hmm. À Téhéran, dans chaque, on me demande au moins 5000 mots. Ah, OK. Donc, on est beaucoup plus généreux d'espace et c'est pour finalement être publié dans le numéro du jeudi de Charg qui présente une chronique scientifique. Et ça fait plein de pages avec illustrations.
Pour moi, c'est un privilège de pouvoir publier dans ce journal qui a parfois des problèmes avec les autorités. On imagine si c'est un journal Et, progressif. donc, il faut être prudent, mais en fait, mes textes sont publiés intégralement et j'en suis très heureux. Et c'est une collaboration que j'ai avec des collègues iraniens depuis 2017, suite à finalement un échange par rapport au fait qu'ils utilisaient un de mes livres dans les cours d'astrophysique et de physique avancée qui étaient donnés à l'Université de Téhéran. Et il faut dire que les auditeurs n'ont peut-être pas la chance, mais moi, à l'origine du balado dont on va parler, il y a justement, j'ai lu ton article en anglais, évidemment, parce que je ne lis pas le persan comme toi non plus. Fait que cet article-là, qui va être publié dans un journal persan, a donné naissance au balado qu'on va faire aujourd'hui. Donc, c'est quand même assez magnifique. Et c'est un très, très bon texte. Hein. Je ne sais pas d'ailleurs si on ne pourrait pas le faire en français, mais c'était vraiment passionnant à lire. D'ailleurs, ce dont on va parler aujourd'hui, c'est même une partie de ce qu'il y a dans l'article parce qu'il y a beaucoup plus de détails et de précision. Mais c'est vraiment un très, très bon texte qui a servi à faire le balado actuel. Le texte sera publié. Je viens d'avoir d'ailleurs une invitation à en faire une version en anglais plus savante parce que ça va être dans le bulletin de la Société de l'histoire de l'astronomie de la Grande-Bretagne. Donc, il y aura une version en anglais peut-être plus tard quand elle paraîtra. Elle va paraître à l'automne. Claude, tu pourras donner le lien. Oui, tout à fait. Mais ça serait le fun, peut-être qu'on pourrait en faire un, toi et moi, en français, une version française. En tout cas, c'est vraiment un texte très intéressant. Bon, on va maintenant aborder le sujet lui-même, mais on va raconter donc quelle découverte on a fait, importante qu'on a faite en 1924. Mais avant ça, raconte-nous un peu, Jean-René, qu'est-ce qu'était la vision de l'univers il y a une centaine d'années? C'était une vision quand même assez différente de celle qu'on a aujourd'hui. On avait donc l'image que l'univers se résumait quoi? À une galaxie, c'est-à-dire la nôtre? En fait, donc juste 1924 ici pour mettre le point clair pour les auditeurs, c'est que c'est l'année officielle où l'annonce se fait de la mesure de la distance de ce qu'on appelait la grande nébuleuse d'Andromède, qui est devenue la grande galaxie d'Andromède, Messier 31 là, pour les amateurs d'astronomie. La mesure à l'aide d'un étalon de distance très fiable, que sont les étoiles céphéides variables. Et c'est Edwin Hubble qui a placé la distance de Messier 31 à 900 000 années-lumière. Cette distance sera améliorée, corrigée un peu plus tard. Et en fait, le mérite de Hubble ici, c'est d'avoir clos un débat qui durait depuis, je dirais, 200 ans à peu près. Et c'était sur la nature de ces fameuses nébuleuses dans le ciel. Les nébuleuses étaient observées depuis très longtemps. Et dans le cas de la nébuleuse d'Andromède, qui est une galaxie similaire à la nôtre, la première observation s'est faite par probablement des astronomes du Moyen-Orient, de l'Asie centrale, qui avaient détecté l'objet comme étant un peu différent d'une étoile. D'ailleurs, Al-Soufi, un astronome persan de Isfahan, en Iran, l'avait identifié dans son beau grand catalogue d'étoiles très illustré, publié en multiples versions. Il l'a appelé le petit nuage et qu'il visait bien. Mm-hmm. Et ce petit nuage, en fait, on sait aujourd'hui qu'il est un des deux galaxies visibles à l'œil nu dans l'hémisphère nord, l'autre étant Messier 33, beaucoup plus difficile à voir. En fait, seulement Messier 31 ont été observés à l'œil nu avant l'arrivée des télescopes. Mais tranquillement, on a découvert beaucoup d'autres objets dits nébuleux. Et le fameux catalogue d'objets Messier donc, a été établi par Charles Messier au 17e siècle. Et Charles Messier est un chasseur de comètes. Et il était facile de confondre une comète nouvelle avec une de ces nébuleuses existantes dans le ciel. Donc, Messier a créé ce fameux catalogue de Messier, enregistrant un nombre de petits regroupements d'étoiles qui pouvaient avoir l'air diffus à l'œil ou avec un petit télescope, pour dire ces objets-là, ignorez-les.
si vous cherchez des comètes. Donc, En fait, Charles Messier n'aime pas les nébuleuses. Pour lui, ça confond avec les comètes. Ouais. Donc, même si c'était une mise en garde qu'il faisait, lui-même s'est intéressé. Il a fait de beaux croquis de Messier 31 et entre autres, ce qui est une vraie nébuleuse, celle d'Orion. Donc, c'est un peu cet aspect, mais les nébuleuses, évidemment, vont continuer d'intriguer les astronomes. Qu'est-ce que sont les nébuleuses? Et plusieurs propositions vont être faites, entre autres, celle qui est mieux connue, c'est par Emmanuel Kant, le philosophe de Königsberg, le grand philosophe allemand, finalement fin 18e, début 19e, qui va proposer, c'est un ouvrage de jeunesse assez peu connu, qui va proposer la possibilité que ces nébuleuses sont l'équivalent à notre Voie lactée, mais des systèmes stellaires à très, très grande distance. C'est purement spéculatif. Il n'a aucune évidence. D'ailleurs, il est, au fond, assez peu convaincu qu'il va aussi faire l'hypothèse cosmogonique que ces systèmes pourraient être aussi simplement des nouveaux systèmes planétaires en formation autour de nouvelles étoiles. Donc, il y avait en quelque sorte deux propositions contradictoires. Évidemment, celle qui va se révéler juste, c'est celle de ces fameux univers-îles que les nébuleuses sont des équivalents à la Voie lactée à très, très grande distance. Et c'est une position qu'adoptera dans un premier temps William Herschel, notre autre grand astronome de fin 18e, début 19e, très influencé par les idées d'Emmanuel Kant. Et d'ailleurs, lui-même, Herschel, qui va observer le ciel avec sa sœur Caroline de manière systématique, va cataloguer plus de 2500 objets nébuleuses et amas d'étoiles, surtout nébuleuses, et la plupart vont se révéler plus tard être des galaxies distantes. Donc, c'est une grande étape, surtout le fait qu'au moins Herschel va au-delà de la spéculation, même s'il en fait lui-même, et s'exerce avec sa sœur Caroline à observer le ciel systématiquement et cataloguer les positions de ces objets que sont les nébuleuses. Mais mélangeant un peu tout, il va même parler de nébuleuses planétaires qu'on sait maintenant que ce sont des enveloppes de gaz éjectées par des étoiles évoluées. C'est ça. À ce moment-là, ce que l'on pense, c'est que l'univers, c'est notre galaxie, que tout ce qu'on observe dans le ciel fait partie de notre univers, de la galaxie. Hein, c'est ça? Et là, la question à propos des nébuleuses, c'est on se demande si certaines font partie de notre galaxie ou d'autres sont à l'extérieur de notre galaxie. C'est ça à peu près la situation il y a un peu plus de 100 ans? Oui. En fait, la situation va évoluer lentement au cours du 19e siècle. Donc, il y a à peu près même 200 ans, Claude. Donc, mais tout demeure spéculatif. Mais l'avantage qu'on a, au moins pour un moment, on compile des observations. Une autre étape importante va arriver en 1845 grâce à un monsieur qui s'appelle William Parsons, le comte de Ross, le troisième, qui, avec sa femme Mary, construisent un grand observatoire en Irlande. Pas l'endroit le plus favorable pour l'observation du ciel, mais ils vont construire un télescope selon le modèle des télescopes de Herschel, donc miroir métallique avec monture de télescope sur une table tournante, un système assez costaud. Et un de leurs grands télescopes, en fait, va être plutôt fixe, mais il aura un diamètre d'1,80 m. Donc, ce sera pendant 60 ans le plus grand télescope. Et c'est avec ce télescope qu'il va démarrer un programme de longue haleine pour essayer justement de comprendre la nature des nébuleuses. Et son objectif, c'est de dire qu'avec un meilleur télescope, il va reprendre l'argument de Galilée que si on observe avec un meilleur télescope, ces nébuleuses vont se résoudre, vont être résolues en étoiles individuelles. Donc, avec son grand télescope, il prend systématiquement le catalogue d'Herschel, revoir tous les objets qui ont été catalogués, voir s'ils sont vraiment, s'ils existent. Et dans une nuit d'avril 1845, il va observer
l'objet qu'on appelle Messier 51, donc un autre objet du catalogue, qui est maintenant la galaxie Tourbillon, une très grande galaxie située à 25 millions d'années-lumière. Il va détecter la forme spirale. Mhm. Donc, c'est une étape fondamentale parce que par la suite, il va mettre en évidence que beaucoup des nébuleuses ont cette structure spirale. Donc, qu'on ne connaît pas aujourd'hui. On peut l'interpréter correctement physiquement en termes d'instabilité dynamique là, ou de battement naturel d'un grand système gravitationnel. Donc, Autrement dit, jusqu'à ce moment-là, on pensait que les nébuleuses, c'était un peu des nuages de gaz quelconques. Et là, lui détecte que dans certains de ces nuages-là, dans certaines de ces nébuleuses-là, il y a une structure en spirale, ce qui pose problème pour dire que ce n'est pas juste un nuage de gaz quelconque. il y a quelque chose qui est justement, qui a une structure, mais il ne voit pas d'étoiles individuelles, donc son objectif ne sera pas réalisé. Et tranquillement arrive une autre nouvelle technologie, celle de la photographie. Donc, on va commencer à photographier le ciel. Et ce sera fait systématiquement, même avec des télescopes un peu moins grands. Et là, le travail passe à un autre continent, celui des États-Unis, en particulier la Californie du Sud, où on érige, grâce à l'initiative de l'astrophysicien George Ellery Hale, où on met sur place un grand observatoire sur le mont Wilson, qui est à l'est de la ville de Los Angeles. Et d'abord, un premier grand télescope qui est 1,50 m, le fameux 60 pouces, et qui est équipé aussi de caméras photographiques. Et arrivera plus tard le fameux 100 pouces, donc le 2,50 m auquel on pourra revenir, Claude. Et en même temps, en parallèle, plus au nord, à l'observatoire de Lick, qui est proche de Santa Cruz, plus au centre-nord de la Californie, un astronome du nom de Herbert Curtis, lui, met au point une caméra grand champ. Donc, il photographie d'un seul coup une surface de ciel équivalente à 10 fois la surface apparente de la Lune. Et découvre en photographiant que les nébuleuses sont en très grand nombre. Déjà, il extrapole qu'il y a au moins 1 million de spirales dans le ciel. Donc c'est une étape que le phénomène spirale là, est quelque chose d'universel. Il y en a beaucoup plus que les fameuses nébuleuses diffuses comme Orion, qu'on connaît de mieux en mieux à ce moment-là, et qui est véritablement un objet nébulaire dans le sens propre du mot, c'est-à-dire un nuage de gaz à travers lequel il y a des étoiles, parce que les nébuleuses sont associées à des zones de formation d'étoiles, et on sait que les étoiles se forment à partir de nuages de gaz et de poussière. Mais tout ça là, est un peu tout confus, parce qu'une chose qu'on n'arrive pas à établir pour bien comprendre la nature de ces systèmes que certains commencent à percevoir comme distincts, mais quelle est leur distance? Donc, première grande étape arrive en 1917. Et c'est grâce à l'observation de certaines étoiles qui vont être vues dans les spirales. Quelles sont ces étoiles? Ce sont des novées. Ce sont des étoiles qui explosent et deviennent ultra brillantes pendant quelques semaines. Et on sait aujourd'hui que les novées, qui sont observées d'ailleurs depuis un certain temps, depuis plusieurs décennies et même dans l'Antiquité, sont dues, on le sait maintenant, on ne le savait pas à l'époque, qu'elles sont dues au fait que ce sont des systèmes d'étoiles binaires où une étoile géante rouge vit des épisodes d'éjection de matière et cette matière vient tomber sur un compagnon naine blanche, qui est une petite étoile très compacte de la grosseur de la Terre. Et en tombant, la température atteint des millions de degrés et il y a détonation thermonucléaire qui produit une espèce de sursaut de lumière sans détruire l'étoile qu'on observe, on le sait maintenant, sous une forme d'éclat soudain, mais temporaire, en fait, qui ne se reproduit pratiquement jamais de l'étoile. Donc, ces étoiles deviennent très brillantes, elles peuvent être observées à grande distance. Donc, Curtis, que je viens de mentionner à l'Observatoire de Lick, est un observateur qui utilise le 60 pouces
du mont Wilson, que j'ai aussi mentionné, vont détecter des novae dans certaines nébuleuses, entre autres Messier 31, notre belle grande nébuleuse d'Andromède. Donc, pour la première fois, on observe des étoiles dans ce genre de nébuleuse, dans les spirales. Mhm. Et le George Ritchie, qui est celui qui utilise le télescope du mont Wilson, George Ritchie dit, mais ces objets-là, ils regardent leur comportement en lumière qui atteignent un maximum et qui décroît pour disparaître en quelques semaines. Il dit, c'est exactement ce qui se passe dans la Voie lactée. On observe, et on l'observait à l'époque de Ritchie, à peu près une douzaine de novae dans la Voie lactée. Là, il voit le même comportement lumineux dans des objets de Messier 31. Il dit, mais ce sont des novae comme ici, sauf qu'elles sont énormément moins brillantes. Donc, il fait la règle de 3. Il déduit que si la nova est associée à Messier 31, donc il faut faire cette hypothèse, Messier 31 est extrêmement éloigné, bien au-delà des limites de la Voie lactée, avec les dimensions les plus généreuses qu'on pouvait lui donner en début de siècle. Donc, on est toujours en 1917. Et en même temps, son compagnon du Nord, Herbert Curtis, lui, entend échange et il va comparer certaines images de son archive, maintenant qu'il commence à avoir, de la photographie systématique du ciel. Il compare les images à différentes époques d'une même galaxie et il trouve certaines, ce qu'il appelle novae. Ils en trouvent d'autres. Et il déduit, finalement, en faisant cette règle de 3, beaucoup moins brillant parce que plus distante, lui, il déduit des distances de l'ordre de plusieurs millions d'années-lumière, toujours en 1917. Donc, les deux publient ce résultat-là. Ici, encore un autre problème, c'est que Ritchie et Curtis sont en train d'observer deux types de novae dans notre Voie lactée et dans Messier 31. Ils voient vraiment des novae classiques, le modèle que j'ai décrit de matériel éjecté d'une géante rouge qui tombe sur une naine blanche. Alors que Curtis, lui, observe finalement un type de novae qui va se révéler en 1934 comme étant interprété comme les fameuses supernovas ou novae, qui sont des étoiles géantes, massives, qui explosent. Mais dans les deux cas, ils ont raison. On observe des objets, entre guillemets, familiers, qui sont dans les nébuleuses, où ces objets-là, si associés, paraissent beaucoup moins brillants parce qu'ils sont beaucoup plus distants. Problème, les courbes de lumière des novas et supernovae à l'époque ne sont pas trop comprises, sont irrégulières, donc ça ne peut pas clore le débat. Ce sont des balises un peu fiables. Ça nous donne une idée, mais on n'est pas certain que ça signifie. De leur Exactement. Okay. Donc, mais la table est mise. Donc, on voit maintenant Edwin Hubble, qui rentre de la guerre, la Première Guerre, où il a participé à l'effort de guerre américain, qui avait terminé sa thèse de doctorat juste avant, dont le sujet était une étude photographique des nébuleuses, est engagé en 1919 à l'Observatoire du mont Wilson, donc où travaillait George Ritchie, que je viens d'écrire, et tout de suite, Hubble a accès non seulement aux 60 pouces, il a accès aussi au nouveau grand télescope, le 100 pouces de 2,50 m. Et il se met, lui aussi, à la recherche de novae par la photographie. Et il découvre des novae, sans surprise, parce que je vous l'ai dit, il y en a à peu près une douzaine par année. Et on voit ces plaques photographiques, surtout en 1923, il identifie sur une plaque qu'il a obtenue le 6 octobre 1923, il identifie 3 novae qui sont marqués sur la plaque photographique. Et donc,
Donc, le caractéristique d'une nova que je vous l'ai décrit, elle disparaît, ne revient plus. Et là, il prend de nouvelles plaques photographiques de Messier 31 et il voit que ce qu'il avait identifié comme une nova est encore là, Mhm. alors que deux autres qu'il avait identifiés plus tôt disparaissent. Et il reconnaît le comportement lumineux d'une étoile variable, elle qui passe par un maximum et un minimum, mais ne disparaît pas. Elle va avoir ce comportement pendant des centaines de milliers d'années. Et le comportement est caractéristique d'un type d'étoile variable qu'on appelle céphéide, découvert par un jeune astronome britannique à la fin du 18e siècle. Jean-René, il faut que tu nous expliques qu'est-ce que c'est qu'une céphéide, parce que c'est vraiment très intéressant comme concept et ça joue évidemment un rôle très important. Qu'est-ce qu'une céphéide? Une céphéide, c'est une catégorie d'une étoile variable. C'est une étoile massive qui a fini sa phase normale de combustion de l'hydrogène et qui est passée à la phase beaucoup plus rapide où l'étoile carbure à l'hélium. Donc, et dépendant de sa masse et tout, et l'étoile va se retrouver dans une zone telle d'instabilité où elle va pulser en volume et en température. Et elle va pulser d'une manière que plus elle va être massive, lumineuse, plus la période de variation va être lente. Et cette relation a été découverte en 1912 par une astronome américaine, Henrietta Leavitt, qui travaillait au Harvard College Observatory. Et elle a fait son travail de recherche en observant un système proche qu'on appelle les nuages de Magellan de l'hémisphère sud. Donc, Harvard College Observatory avait une station d'observation au Pérou et on a photographié systématiquement le ciel en astrophotographie au début du siècle. Et c'est Henrietta Leavitt qui recevait les plaques photographiques et qui s'est mis à analyser ce type d'étoiles parce qu'on les connaissait dans notre Voie lactée. Je vous l'ai dit, elles ont été découvertes à la fin du 18e siècle. Et elle a remarqué qu'il y avait un comportement systématique de la variation lumineuse des céphéides dans le petit nuage de Magellan. Donc, on sait maintenant être une petite galaxie satellite à la nôtre, beaucoup plus proche que la grande galaxie Andromède. On pouvait présumer qu'elle appartenait à la Voie lactée. Mais l'hypothèse qu'elle a faite et qui était juste, c'est que toutes les céphéides associées à cette nébulosité qu'on voit à l'œil nu de l'hémisphère sud, le petit nuage de Magellan, étaient à peu près à la même distance. Donc, elle n'avait pas à se casser la tête. Et elle a montré que, simplement considérant la brillance apparente, qu'il y avait cette relation entre la période à laquelle se répète un maximum ou un minimum et la luminosité. Ça va pour les céphéides les moins lumineuses, celles de quelques milliers de fois la luminosité du Soleil, à quelques jours de période, c'est-à-dire un maximum revient tous les 2 jours, par exemple, et aux plus lumineuses qui ont 60 000 à 100 000 fois la luminosité du Soleil, donc vous voyez tout de suite, on peut les voir de loin, où la période va être de l'ordre, justement, de l'ordre de près 60 jours à 100 jours. Donc, c'est cette fameuse relation période-luminosité découverte par Leavitt qui permet finalement d'avoir quelque chose d'un étalon beaucoup plus fiable que les novae. Autrement dit, une céphéide qui varie à tous les 2 jours va dégager une certaine quantité de lumière. Une céphéide qui varie à tous les 60 jours va en dégager une autre certaine quantité de lumière. Beaucoup plus. Donc, ce qu'on sait, c'est que si on voit une céphéide qui varie à tous les 2 jours, on sait la quantité de lumière qu'elle dégage. Si on voit une céphéide de 60 jours, on sait la quantité d'énergie. Donc, si on voit moins bien une céphéide, c'est qu'elle est beaucoup plus loin, compte tenu qu'on sait déjà la quantité de lumière qu'elle va dégager. Ça nous permet d'évaluer les distances, c'est ça? Exactement. Donc, ici, on a vraiment notre calibrateur parfait, fiable.
Et le comportement des céphides, vu qu'on en voit beaucoup plus que les novées et encore plus que les supernovées, on avait un étalon de distance très fiable. Et donc, à la fin de 1923, fameux cliché du 6 octobre, au début de 1924, il y a à peu près exactement 100 ans, disons au mois de mars 1924, Hubble se convainc que ce qu'il observe dans M31, et qui ne disparaît pas comme une nova, ce sont des céphéides. Et il va, en revenant dans les archives, entre autres fait par le télescope un peu plus vieux, celui qui est le 60 pouces, là, 1,50 m, avec lequel Ritchie avait découvert les novées, il va redécouvrir, réidentifier des novées qu'il va voir maintenant encore mieux, c'est-à-dire des céphéides qu'il va voir encore mieux avec le fameux 100 pouces de 2,50 m qu'il peut utiliser maintenant. Donc, il va finalement, à la fin de 1924, il va avoir quelques dizaines de céphéides à son catalogue d'objets, non seulement dans Messier 31, mais aussi dans Messier 33, qui est une autre galaxie un peu plus éloignée, mais semblable. Et d'ailleurs, dans le ciel, elle nous apparaît assez proche de Messier 31. Et il va soumettre une communication à l'Assemblée annuelle de l'American Astronomical Society qui se tient cette année-là à Washington, à l'Université George Washington. Curieusement, Hubble ne sera pas à Washington pour la présentation. Mais la nouvelle avait déjà coulé. Le New York Times avait publié un petit article le 23 novembre 1924 annonçant que M. Hubble, d'ailleurs le nom est écrit avec une erreur orthographique assez cocasse, Oui. avait en fait établi que la distance serait, sur la base des céphéides, serait de l'ordre de 600 000 années-lumière. Mais la vraie distance que Hubble maintenant va publier officiellement quelques mois après la présentation au AAS, American Astronomical Society, de la fin décembre, la distance va se révéler, en fait, il va l'écrire à 900 000 années-lumière. Donc, clairement, en dehors de la Voie lactée, même hypertrophiée, comme l'avait imaginé un collègue de Harvard, Harlow Shapley, qui ne croyait pas à la nature extragalactique de la majorité des nébuleuses et les voyait toujours comme faisant partie de notre Voie lactée. Donc, la proposition de Hubble mettait clairement Messier 31 bien en dehors de cette galaxie hypertrophiée de Harlow Shapley qu'il évaluait à 300 000 années-lumière de diamètre. Et on sait que le volume de la Voie lactée est moindre que cette dimension exagérée de l'époque. Donc, il faut faire attention, tout ça arrive un peu naturellement. Il ne faut pas imaginer qu'on a sonné les tambours et les trompettes et tout, parce que, en fait, le débat était là. Ça a été peut-être un peu comme un soulagement que ce qu'on pouvait inférer à partir des novées se révélait, en fait, être assez juste. Mm-hmm. Mais on peut dire que Hubble a clos le débat. Il a vraiment mis les derniers clous dans le cercueil de ce qu'on pourrait appeler, ce qui était l'hypothèse de nature locale des galaxies ou des nébuleuses spirales. Donc, une grande étape est franchie et il y aura d'autres choses qui se passeront par après. C'est ça. Est-ce que quand Hubble émet sa communication en 1924, est-ce que c'est quand même bien reçu dans le monde des astronomes ou ça a été très contesté ou ils ont dit enfin on a la solution ou ça prend un peu de temps avant qu'on accepte son idée? Disons que c'est accepté à peu près par 90% des gens. Donc, c'est pour ça que ça ne fait pas autant de bruit. Mm-hmm. Parce que, comme je l'ai indiqué, il y avait plusieurs évidences, entre guillemets, qui poussaient dans la direction. Donc, j'ai mentionné les novées, mais aussi 1917,
Un autre astronome moins bien connu, Vesto Slipher, de l'observatoire de Flagstaff euh, En en Arizona. Arizona, avait mené un programme systématique de spectroscopie des galaxies spirales qu'il savait comme étant des nébuleuses, en n'étant pas trop sûr où elles étaient. Et il avait découvert quelque chose d'absolument phénoménal. Il avait fait la spectroscopie avec des pauses qui duraient 60 heures de durée parce que son télescope était petit et les émulsions photographiques n'étaient pas très sensibles. Il avait, par analyse des spectres, déduit par l'effet Doppler, donc de changement de la longueur d'onde en fonction de la vitesse relative, que à peu près sur la demi-douzaine et même plus de galaxies qu'il avait observées, qu'elles avaient tous un mouvement systématique d'éloignement par rapport à eux. Donc, il a été prudent dans son interprétation, mais En d'autre fait, part, juste que je comprenne bien, ce que Slipher trouve, c'est que certaines nébuleuses s'éloignent par rapport à la Voie lactée, donc elles ne seraient pas à l'intérieur de la Voie lactée. C'est un peu ça ce qui semble déduire. ce qu'il fait, c'est qu'il observe que des vitesses qu'il observe sont de l'ordre de plus de 1000 km par seconde. Mhm. Et ça, parce qu'on connaissait à l'époque de la masse de la Voie lactée, on avait certaines idées. Mhm. À 1000 km par seconde, euh, elle ne peut pas être retenue. C'est comme si vous lancez une balle, elle retombe. Mhm. Si vous la lancez avec une plus grande vitesse, comme on le fait avec les fusées, elles peuvent s'échapper du champ Ouais, ouais, ouais. gravitationnel à la Terre. Donc, c'est comme si euh, les nébuleuses qu'il observait, la plupart étaient non seulement en récession par rapport à nous, mais à une vitesse plus grande qu'elles ne pouvaient pas être retenues par le Mhm. champ de gravitation de la Terre. De la Donc, galaxie. c'est ça. Donc, il a dit que ça donnait du poids à l'hypothèse euh, que les spirales, la plupart des nébuleuses étaient des objets situés en dehors de la Voie lactée. Mhm. Mais il faut faire attention ici, il a été prudent, il a dit peut-être que moi, ici, je suis dans l'hémisphère nord, je vois les galaxies paraître s'éloigner de moi à cette vitesse-là, mais si j'étais dans l'hémisphère sud, je faisais les mêmes observations, peut-être que je verrais la plupart des galaxies s'approcher de moi. Ah bon, OK. Donc, il dit peut-être que c'est simplement du fait que dans la Voie lactée, nous, on se déplace par rapport au système de galaxies, simplement. Donc, il n'a pas, certains ont dit c'est lui qui a donné les premières évidences de l'expansion de l'univers. Pas du tout. Mhm. Donc, En il fait, était ultra prudent dans son interprétation. ce que tu nous illustres là, c'est que la science, c'est un édifice qui se construit brique par brique. Chacun apporte son élément pour arriver finalement à la conclusion que va faire Hubble. Mais Hubble, ses travaux reposent sur ceux de ses prédécesseurs. Il n'a pas inventé ça de lui-même, là. Non, non, pas du tout. C'est ça. Donc, mais il ne faut pas non plus minimiser Non, non. son rôle absolument critique ici. Et d'ailleurs, il était dans la bonne soupe là, en ayant Absolument. les meilleurs télescopes. Mais il était en effet sur les traces de Slipher, sur les traces de Ritchie, sur les traces de Curtis. Mais l'autre aussi, contribution importante, on en parle moins, j'en ai parlé dans mon livre Unveiling Galaxies, qui décrit toute cette grande histoire, là. Une autre contribution intéressante, toujours du point de vue spectroscopique, c'est un astronome allemand, Scheiner, qui a obtenu un spectre d'Andromède, la grande galaxie, en 1899. Et son article est un petit bijou à lire. Il y a une version en anglais, une version en allemand. Et il dit, la lumière que je vois quand je regarde le spectre, la lumière que je vois est celle comme si c'était un amas immense d'étoiles comme le Soleil. Donc, il ne voyait pas la signature spectrale d'un gaz. Mhm. Parce qu'on sait qu'avec un gaz, au lieu d'être un continu lumineux avec des raies noires d'absorption, dans un gaz, c'est qu'il n'y a pas de continu lumineux. Ce qu'on voit, c'est quelques raies lumineuses très brillantes. Ça, c'était connu depuis à peu près le milieu du 19e siècle. Donc, dans
dans la conclusion de son petit article, Shiner, en 1899, écrit qu'on a toutes les raisons de croire que la grande nébuleuse d'Andromède, qu'on sait être la galaxie d'Andromède, est un composite immense d'étoiles individuelles. Exactement. Ce qui est aussi un peu ironique, c'est que Vesto Slipher semble observer que les nébuleuses qu'on appelle aujourd'hui des galaxies s'éloignent de nous, sauf Andromède qui, lorsqu'on la mesure, elle semble se rapprocher de nous. C'est un peu ironique. Donc, en effet, certaines viennent vers nous. Les plus proches, en fait, on le sait maintenant, parce que quand on dépasse la distance de l'ordre de quelques millions d'années-lumière, tout s'éloigne. Mm-hmm. Mais à proximité, la gravitation continue de jouer son rôle. Donc, la suite de Hubble, c'est donc 1924. La suite va être finalement basculée du côté des théoriciens. Donc, 1924, c'est l'année où le cosmologiste et physicien théoricien russe Alexander Friedman publie un de ses articles où il refuse l'interprétation des équations de la relativité générale sur la structure de l'espace-temps comme étant une solution d'un espace qui est fixe. Friedman dit non, il réinterprète et il démontre que l'espace doit être soit en expansion, soit en contraction. Il est impossible que, selon la relativité générale, contrairement à ce que Einstein avait fait mathématiquement pour barrer tout mouvement dans un sens ou dans l'autre, Friedman dit non, l'univers doit être en expansion ou en contraction. Pas plus. Oui. Juste préciser. En 1915, Albert Einstein sort sa fameuse théorie sur la relativité. Lui pense que l'univers est fixe et statique, donc il n'y a rien qui bouge, alors que Friedman nous dit non, l'univers ne peut pas être immuable, il doit bouger soit qu'il se contracte, soit qu'il s'étend. Exactement. Mais Friedman, il faut souligner, n'a aucune idée des observations astronomiques. Mm-hmm. Lui, c'est juste la théorie. Il part de la théorie d'Einstein puis il dit les équations n'indiquent pas ce qu'on pense à l'époque, que l'univers est fixe. Pas plus que vous pouvez faire tenir un crayon sur la pointe, impossible que l'univers soit statique. Donc, et ça, malheureusement, Alexandre Friedman va décéder très jeune. Suite au retour à son voyage de noces en Crimée pour des raisons probablement d'une infection qu'il n'a pas contrôlée. En 1927, un autre jeune cosmologiste arrive en scène et qui ignore les travaux de Friedman qui ont été publiés en allemand. Il s'appelle Georges Lemaître. Donc, Georges Lemaître fait la même interprétation que Alexandre Friedman fait. Que l'univers ne peut pas être statique, que l'espace ne peut pas être statique. Il est soit en contraction, soit en dilatation, dépendant de la densité moyenne de l'univers. Et le mérite immense de Georges Lemaître, c'est d'avoir connaissance des observations astronomiques assez préliminaires de l'époque, les vitesses de Slipher, les vitesses d'un autre astronome allemand, Knut Nordmark, les distances à certaines galaxies établies par Hubble. Et en 1927, Georges Lemaître écrit un article dont le titre résume tout. Je vous le lis. Donc, il publie son article avec le titre suivant. Un univers de masse constante et de rayons croissants, rendant compte de la vitesse radiale des nébuleuses extragalactiques. Lemaître met en évidence que la solution n'est pas la contraction, mais l'expansion. Que la solution n'est pas un univers, un espace statique, mais un espace dynamique avec la solution qui est l'expansion. Donc, c'est pour ça qu'on peut dire sans hésitation que c'est Lemaître qui découvre l'expansion.
de l'univers. C'est ce que tu nous racontes d'ailleurs dans le balado 58 qu'on a enregistré il y a quelques années, ou qui s'intitule Georges Lemaître, le père du Big Bang. Là, donc, c'est cette histoire-là fascinante que tu nous racontes où Lemaître réinterprète les équations d'Einstein avec les observations cumulées, entre autres, par Hubble pour dire l'univers est en expansion. Oui. Donc, c'est son grand mérite. Comme je l'ai dit, Friedman n'avait pas d'idée. D'ailleurs, Friedman favorisé un peu par ses attitudes philosophiques, il est très proche il aimait beaucoup les philosophies orientales, indiennes, d'un univers à répétition. Donc, d'une certaine façon, Friedman aurait peut-être préféré l'univers en contraction et avec répétition sans fin. Mais Lemaître, qui avait fait un séjour avec l'astronome Arthur Eddington à l'Université de Cambridge en Grande-Bretagne, et ensuite au Harvard College Observatory avec Arlo Shapley, Lemaître était au fait complet des données astronomiques. Et il avait d'ailleurs visité, lorsqu'il était aux États-Unis, il avait visité Vesto Slipher, l'Observatoire Lowell, Flagstaff. Il avait visité Hubble en Californie. Donc, il n'arrivait pas de nulle part, Lemaître. Il était un théoricien, mais bien au fait et il comprenait bien les données astronomiques. Et d'ailleurs, une autre chose intéressante, Lemaître, lorsqu'il était à Harvard en 1925 et un peu plus tard, il avait en fait du travail sur l'interprétation astrophysique des céphéides, donc expliquer le mécanisme. Et ça venait des connaissances qu'il avait acquises avec Eddington. Donc, il y a tout un aspect qui rendait Lemaître un peu le maître et le chef d'orchestre. Le jeu de mots, oui. Parce qu'il contrôlait beaucoup des éléments qui étaient nécessaires pour fournir une image cohérente de tout ça. Il a fait un peu la synthèse de tout ce que ses collègues astronomes avaient observé. Exactement. Donc, le problème que Lemaître, c'est qu'il a publié son article dans une revue belge qui n'était pas très lu. Et l'article de Lemaître a rebondi sur scène en 1931 suite à une traduction par Arthur Eddington. Donc, mais maintenant, on connaît avec le retour historique toutes les sources, etc. On reconnaît le rôle de Lemaître. Et comme Claude, tu l'as inféré plus tôt, ces grandes découvertes, en fait, sont le jeu et l'apport de plusieurs personnes. Moi, je dis toujours que la distance ou l'évidence de la nature extragalactique de la plupart des nébuleuses, donc des systèmes hors, comme la Voie lactée, mais située à grande distance, c'est des contributions qui viennent de Ritchie, Curtis, Hubble et certains autres. La découverte, entre guillemets, de l'expansion de l'univers, sur le plan théorique, c'est le fondement, c'est Einstein, même s'il a mis du temps à accepter, mais aussi Alexander Friedman, qui fait la première réinterprétation des équations de la relativité générale, et Lemaître qui en fait l'interprétation correcte. Et sur le plan observationnel, on peut dire qu'on a Vesto Slipher, on a Hubble, et ne pas oublier le collègue absolument extraordinaire de Hubble, Milton Humason, qui était mieux que Hubble, un très grand observateur avec une très grande précision. Et c'est eux qui ont ramassé, parce qu'ils avaient l'instrumentation en place au Mont Wilson, ramasser les données qui ont vraiment donné l'allure correcte à la fameuse relation distance-vitesse qui est finalement concrétise la validité de l'expansion de l'univers. Exactement. La science, c'est vraiment un bel édifice qui se construit en collaboration internationale. La science, c'est pas britannique, c'est pas américain, c'est pas russe, c'est tout le monde à la fois. Et c'est le côté merveilleux qui illustre un peu cette histoire-là. Moi, Jean-René, on a fait à peu près le tour de la question, mais en même temps, la suite logique, si les gens veulent suivre encore l'histoire, c'est le balado 58 sur Georges Lemaître où tu nous racontes la naissance de la théorie du Big Bang, comment tout ça s'est fait. C'est encore là un récit très intéressant.
Moi, j'aimerais changer un peu de sujet, mais pour ceux qui vont écouter le balado lors de sa première diffusion dimanche le 7 avril, pour les Québécois, on va être à la veille d'une éclipse, donc un phénomène formidable, une éclipse totale qu'on va pouvoir observer, surtout dans le sud du Québec. Et c'est un phénomène qui arrive à peu près une fois par vie. C'est pour ça que j'encourage tous ceux et celles à quitter leur travail ou leur fonction demain après-midi, le lundi 8 avril, pour voir l'éclipse. Toi, Jean-René, tu as eu la chance d'assister à une éclipse totale, qui est un phénomène absolument renversant, nous dit-on, parce que moi, je n'ai pas encore eu la chance. J'ai vu des éclipses partielles, mais il paraît qu'une éclipse totale, c'est tout à fait autre chose. Le moment de la totalité où le Soleil cache complètement la Lune nous permet de voir la couronne solaire, l'espèce de grande atmosphère qui est autour du Soleil. La couronne solaire, elle est 1 million de fois moins brillante que le Soleil. Donc, on peut la voir avec certaines techniques qu'on peut avoir sur des télescopes au sol ou dans l'espace, mais l'autre occasion unique, c'est lors d'une éclipse solaire totale, lorsque la Lune recouvre. Donc, j'en ai vu une, j'en suis très heureux, celle du 26 février 1979, en plein milieu, sur une île, en plein milieu du lac Winnipeg. Un moment mémorable. Donc, oui, je souhaite à tous et toutes de pouvoir observer l'éclipse totale du 8 avril et je me croise les doigts et je prie, même athée, je prie qu'il fasse beau, qu'on n'ait pas de tempête de neige du mois d'avril qui décevrait tant de monde. C'est ça. Donc, la trajectoire va arriver ici d'une zone de totalité qui va du Texas, qui est d'ici et qui va un peu vers le nord. La durée de totalité dépendant où vous allez être est de l'ordre d'à peu près 2 minutes et demie. Et 2 minutes et demie, là, si vous avez un phénomène comme ça, c'est à la fois très lent et très vite. Et on nous dit que c'est une expérience très émouvante. Hein? C'est pas juste on ressent quelque chose qu'on ne peut pas imaginer. La rareté et la soudaineté de l'événement, là, c'est flash. Donc, c'est pour ça que je recommande, si vraiment il fait très beau, là, d'abord, vous pouvez regarder le soleil avec les outils, vous avez un petit télescope avec les filtres appropriés. Ça prend des lunettes, oui, c'est ça. Avec des fameuses lunettes, vous ne verrez pas grand-chose sauf que le soleil est lentement entamé. Donc, ce que je vous recommande, là, si vraiment le temps est magnifique, d'abord, portez toujours même si vous ne regardez pas le soleil, portez des lunettes fumées. Et surtout, dans les 15 minutes précédant le moment de la totalité, là, regardez bien vos montres et les temps indiqués pour l'endroit où vous êtes. Allez dans un endroit très sombre pour que votre vision s'adapte à la noirceur. OK. Donc, 15-20 minutes, donc lunettes fumées extrêmes. Et pour pouvoir voir la couronne solaire, qui d'ailleurs, parce qu'on est dans une zone qui approche le maximum d'activité solaire, la couronne devrait être assez spectaculaire, s'étendre à l'œil probablement quelquefois le diamètre apparent du Soleil. Donc, un événement en effet qui, souhaitons-le, météo aidant, sera mémorable pour tout le monde. C'est une belle occasion. C'est rare que les trajectoires d'éclipse traversent des régions peuplées autant que celle-ci va le faire au mois d'avril. Demain, le 8 avril. C'est ça. D'ailleurs, j'invite aussi les gens à écouter. On a fait un balado sur les éclipses avec notre ami Paul Hood qui vient de nous quitter, le balado 40, où Paul, qui est un chasseur d'éclipses, nous explique aussi ce que c'est une éclipse, comment la voir et tout ça. J'invite les gens à l'écouter, mais demain, il faut vraiment, si vous avez la chance, là, il faut vraiment faire un détour pour essayer d'aller voir l'éclipse. En tout cas, moi, je vais me rendre dans le sud, près de la frontière américaine, en espérant que le beau temps va être de compagnie. Mais si jamais ce n'est pas le cas, j'imagine quand même, Jean-René, que l'éclipse est vers 3h30 de l'après-midi. Ça doit être quand même impressionnant. Supposons que c'est nuageux, là, de voir que tout devient noir, tout devient sombre, la température baisse. C'est comme si on était plongé soudainement à minuit. Ça dure quelques minutes. Juste ça, ça doit être déjà impressionnant. Et si en plus la météo collabore, ben là, on va avoir un spectacle extraordinaire. Et la durée partielle, elle est lente. Hein? Oui. Le soleil est caché lentement, donc ça se fait tout en douceur. Si vous avez des poules, elles vont aller se coucher. C'est ça, exactement, c'est ça, c'est infaisant. En dernier, pour terminer, Jean-René, j'aimerais que tu nous parles un peu. Tu viens de publier un livre qui s'appelle Lettres à Bételgeuse.
Betelgeuse plutôt. De quoi il s'agit? Ça a l'air un propos très intéressant. J'ai pas eu la chance de le lire, mais j'espère me mettre la main dessus. Donc, L'aide de Betelgeuse, que je viens de publier et qui est maintenant en librairie en France et en Europe, c'est un essai fictionnel de philosophie. Mhm. Donc, c'est pour moi, de ma part, un peu audacieux, là, je dirais. C'est une histoire de la connaissance en général, scientifique et philosophique. Et aussi, il montre le cheminement de comment l'humain est arrivé à comprendre l'univers, comment l'humain s'est donné des outils pour comprendre, expliquer l'univers. Et c'est sous la forme de 13 lettres. 13 lettres où je m'adresse à des savants du passé, comme l'indique le sous-titre. Et la première lettre est à une jeune femme qui a vraiment existé parce que des 13 à qui je m'adresse, c'est la seule pour laquelle on a le génome complet. Et à partir de ces restes trouvés dans la fameuse caverne de Denisovane en Sibérie. Et là, avec elle, je fais, entre autres, comment se fait l'éveil cognitif, comment l'humain arrive à se poser des questions sur les nuages, les astres, sur la nature et tout. Et la dernière lettre, elle est à Antoine Lavoisier, le grand chimiste du siècle des Lumières, qui a été guillotiné à la fin du 18e siècle lors de la Révolution française. Et je termine avec lui parce qu'avec lui, et quand on le lit, quand on le comprend, toute la méthode scientifique, comme on l'exerce aujourd'hui, elle est en place. Sa manière d'enseigner, sa manière d'écrire, sa manière d'argumenter, elle est extrêmement familière. Et entre eux, j'ai plusieurs étapes qui vont de la Mésopotamie, qui vont du Moyen Âge, de la Perse, qui vont à des gens mieux connus que sont Kepler et Copernic. Et je passe par certains autres un peu moins connus comme Elisabetta Hevelius, Émilie du Châtelet. Et c'est un jeu où je mets de l'avant l'arrivée de nouvelles connaissances et comment ces connaissances sont reçues. Donc, il y a un aspect fictionnel, parce qu'évidemment, je ne peux pas écrire à des gens et surtout, ces gens-là ne peuvent pas recevoir les lettres, mais j'exerce un peu une prudence en rendant le contexte avec des situations que je considère plausibles. Oui, oui, oui. Est-ce Donc, que tu leur écris, est-ce qu'elles te répondent, ces personnes-là? je laisse entendre qu'elles m'ont déjà écrit, OK. OK, et que je réponds à leurs questionnements. Et OK. donc, dans beaucoup de cas, surtout les plus récents, donc avec Kepler, on a énormément de matériel sous forme de la même chose que Copernic. On a beaucoup de textes. Évidemment, par exemple, la première douzaine de lettres, mes interlocuteurs, que sont la jeune femme que j'appelle Denis de l'Altaï, ensuite, l'autre, une reine qui a existé, une reine mésopotamienne, Napirassou, qui a existé au 14e siècle avant Jésus-Christ. On a peu d'écrits, mais on a quand même pas mal d'informations, surtout la Mésopotamie avec les textes cunéiformes. C'est assez extraordinaire. Donc, au fur et à mesure qu'on évolue dans l'histoire, qu'on se rapproche du présent, j'ai plus de documents. Donc, le dialogue devient plus direct. Mais j'essaie de reconstruire dans les 13 lettres un peu 13 étapes fondamentales qui montrent les fameuses manières qu'on a prises, qu'on a développées pour aborder l'univers, mieux le comprendre. Ça va de l'arrivée de l'écriture en Mésopotamie, ça va de l'utilisation du microscope par Antonin van Leeuwenhoek, le Néerlandais qui a découvert les bactéries et qui a découvert les spermatozoïdes. Donc, finalement, comme je vous l'ai décrit, à Lavoisier qui met en évidence la composition de l'air, découvre l'oxygène, l'azote et les gaz, et finalement fournit la base des éléments chimiques que va utiliser plus tard, au 19e siècle, Mendeleïev pour construire le fameux tableau périodique. Mais c'est une grande fresque, mais que je fais sous une forme qui est fictionnelle par la construction, mais qui n'est pas fictionnelle par le contenu.
C'est ça. C'est une façon très originale de nous présenter comment s'élabore la connaissance humaine. J'ai pris énormément de plaisir à prendre cette démarche pour expliquer la science et un peu la philosophie. Exactement. Tu as vraiment des idées très originales, mon cher. J'espère continuer. Exactement, parfait. Écoute, ça a été vraiment remarquable comme entretien. Ça va faire un bon balado. En terminant, je veux juste rappeler aux gens, donc, dans 2 semaines, il va y avoir le balado 131 qui est 20 découvertes qui ont tout changé, qui est un peu la suite de notre propos. Là, c'est moi, Laurent, Florent et Dylan qui allons faire la conversation. Et je rappelle à nos auditeurs et auditrices que si vous voulez communiquer avec nous, faire part de vos commentaires, vos suggestions, vos questions, vos idées de balado. D'ailleurs, je soulignerais que le balado 131 que vous allez entendre dans 2 semaines, il a été conçu à partir d'une idée que nous a proposé un de nos auditeurs. Donc, faites-nous part de vos commentaires et questions et autres parce que ça nous inspire beaucoup et ça me fait toujours plaisir de vous répondre. Vous pouvez nous écrire à notre adresse habituelle, baladovde@gmail.com, baladovde@gmail.com et on se retrouve dans 2 semaines. Merci Jean-René, au plaisir de se reparler. Toujours un plaisir. Un grand merci à Jean-René Roy pour sa participation, on le retrouve toujours avec un grand plaisir. Nous remercions toutes les personnes qui nous soutiennent via Patreon, sans qui ce balado n'existerait pas. Si vous aussi, vous voulez contribuer activement, direction le site patreon.com, recherchez Voyage dans l'espace, et vous pouvez laisser la somme qui vous convient, et à partir de 5$ par mois, vous avez accès aux épisodes 2 semaines à l'avance, ainsi qu'aux fascicules écrits par Claude, soit des heures de lecture pour une somme très raisonnable. Cet épisode vous a été présenté par Florent Meunier, Claude Lafleur et avec Laurent Runigo et Dylan Baillargeon à la diffusion. Sur ce, et où que vous soyez dans l'univers, à bientôt pour un autre voyage dans l'espace.